Ce soir-là, quand Mathilde a sonné à ma porte à 2 heures du matin, le visage tuméfié, j'aurais dû la serrer dans mes bras. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû être un père. Au lieu de ça, putain, au lieu de ça, je lui ai servi un café en lui expliquant qu'elle devait rentrer chez elle, que Stéphane était sûrement désolé, que les voisins allaient jaser. Pendant qu'elle pleurait dans ma cuisine, moi je pensais à ce que diraient mes collègues, à ce que penserait ma belle-sœur, à l'image de notre famille. 23 ans que je suis père, et ce soir-là, j'ai été le pire des lâches. Je m'appelle Patrick. J'ai 58 ans, je suis technicien à la SNCF depuis 35 ans. J'habite un petit pavillon à Créteil. Une vie ordinaire, vous voyez le genre. Un homme ordinaire. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Un type bien, travailleur, jamais d'histoire. Le genre de mec qui paie ses impôts à l'heure, qui tond sa pelouse le samedi, qui va boire un demi au café de la gare avec les collègues le vendredi soir. Un type normal, quoi. Ma fille Mathilde, c'est toute ma vie. Depuis que Véronique, ma femme, est morte d'un cancer il y a 8 ans, c'est elle et moi. Enfin, c'était elle et moi. Maintenant, je ne sais plus trop. Elle ne me parle plus, elle ne me regarde plus, et je ne peux pas lui en vouloir. Tout a commencé il y a 4 ans. Mathilde avait 26 ans quand elle a rencontré Stéphane. Un gars qui travaillait dans la finance, un costume-cravate, des études dans une école de commerce à Lyon. Pas mon monde, vous comprenez. Moi, je suis fils d'ouvrier. Je me suis arrêté après le bac. J'ai fait ma vie avec mes mains et mon salaire de fonctionnaire. Lui, c'était un autre univers. Des restaurants où le plat principal coûte mon salaire de la semaine. Des week-ends à Deauville. Des conversations sur les marchés et les placements. Au début, j'étais impressionné, je l'avoue. Ma fille qui montait dans l'échelle sociale, qui allait avoir une vie plus confortable que la mienne, qui ne connaîtrait jamais les fins de mois difficiles. C'est con, mais en tant que père, ça me rendait fier. Je me disais que j'avais bien fait mon boulot, qu'elle aurait mieux que moi. Stéphane était charmant avec moi. Trop charmant peut-être, mais à l'époque je ne voyais rien. Il m'appelait « beau papa » avec un grand sourire. Il s'intéressait à mon travail. Il me posait des questions sur les trains. Il apportait toujours une bonne bouteille quand il venait à la maison. Une fois, il m'a même offert une montre, une Seiko, pour vous remercier de m'avoir accueilli dans votre famille. Je la porte encore, cette putain de montre. Je devrais la jeter, mais je n'y arrive pas. C'est bizarre, les symboles qu'on garde. Ils se sont mariés à la mairie de Créteil, puis un déjeuner au restaurant. Rien de tape à l'œil. Mathilde ne voulait pas de grand mariage. Elle disait que c'était une perte d'argent, qu'elle préférait garder l'argent pour leur futur appartement. J'aurais dû trouver ça étrange, cette précipitation, ce mariage discret. Mais non, j'étais content. Ma fille était casée, comme on dit, installée, en sécurité. En sécurité. Putain, quelle blague. Les premiers mois, tout semblait aller bien. Ils ont acheté un appartement à Nogent-sur-Marne, un 3 pièces avec balcon. Mathilde a continué son travail d'infirmière à l'hôpital Henri Mondor. Elle passait me voir tous les dimanches, on déjeunait ensemble, on regardait le foot. Elle me racontait sa semaine, ses patients, ses collègues. Elle souriait. Enfin, je croyais qu'elle souriait. Vous savez, quand on ne veut pas voir les choses, on ne les voit pas. C'est dingue comme le cerveau humain est doué pour se mentir à lui-même. Tous les signes étaient là, sous mes yeux, mais je préférais regarder ailleurs. La première fois que j'ai remarqué quelque chose, c'était lors d'un repas du dimanche, environ 6 mois après leur mariage. Mathilde portait un foulard autour du cou. En juin, il faisait 28 degrés, et ma fille portait un foulard en soie qui lui couvrait le cou jusqu'au menton. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a ri, un rire trop aigu, trop rapide. « C'est la mode, papa, tu ne connais rien à la mode. » Stéphane a ri aussi, m'a tapoté l'épaule. « Laissez les femmes s'habiller comme elles veulent, beau papa. » Je n'ai rien dit, je me suis tu. Première lâcheté. Puis il y a eu les dimanches où elle ne venait plus. « Désolé, papa, Stéphane a invité des collègues. On va chez les parents de Stéphane en Normandie. » Je suis crevé une autre fois. Nos déjeuners du dimanche, notre rituel depuis la mort de Véronique, il s'espaçait. Une fois par mois. Puis une fois tous les 2 mois. Quand je la voyais, elle portait toujours des manches longues, même en été, des cols roulés, du fond de teint épais. J'ai fait celui qui ne voyait rien. C'est fou, hein, comme on peut être aveugle quand la vérité fait trop mal. Un jour, je suis passé chez eux sans prévenir. J'avais trouvé un vieux album photo de Véronique dans le grenier. Je voulais le montrer à Mathilde. Stéphane m'a ouvert, très souriant, mais il ne m'a pas fait entrer. « Ce n'est pas le bon moment, beau papa.
Mathilde dort, elle a fait une garde de nuit. J'ai insisté, juste pour déposer l'album. Il a pris l'album, m'a remercié et a fermé la porte. Poliment, mais fermement. En repartant, j'ai entendu des éclats de voix à travers la porte. La voix de Stéphane, dure, cassante, puis le silence. J'aurais dû remonter. J'aurais dû tambouriner à cette putain de porte. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi, je me suis servi un whisky et j'ai regardé un match de foot à la télé en montant le son pour ne plus penser. Deuxième lâcheté. Les mois ont passé. Je voyais de moins en moins Mathilde. Quand elle venait, elle était différente. Plus mince, beaucoup plus mince. Des cernes sous les yeux. Elle sursautait quand son téléphone sonnait. Elle vérifiait l'heure toutes les 5 minutes. « Je dois y aller, papa, Stéphane m'attend. » Toujours cette urgence de partir, comme si elle avait peur d'arriver en retard. Un dimanche, elle est venue avec un bleu sur la joue. Pas énorme, mais visible. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a baissé les yeux. « Je suis tombée dans les escaliers de l'hôpital, c'est con. » Stéphane, assis à côté d'elle sur le canapé, a passé son bras autour de ses épaules. « Elle est tellement maladroite, ma femme. Il faudra que tu fasses attention, ma chérie. » Ma chérie. Il l'appelait ma chérie en la tenant comme ça, avec ce sourire. Et moi, putain de merde. Moi, j'ai fait celui qui gobait cette histoire d'escalier. Troisième lâcheté. Je savais. Quelque part, au fond de moi, je savais. Mais reconnaître ça, c'était reconnaître que ma fille vivait un enfer et que je ne faisais rien. C'était reconnaître que j'avais laissé entrer un monstre dans notre famille. C'était reconnaître que j'étais un père de merde. Alors j'ai préféré me mentir, me dire que j'imaginais des choses, que Stéphane était un type bien, qu'il aimait Mathilde, qu'ils avaient peut-être des hauts et des bas comme tous les couples, que ce n'était pas mes affaires, que Mathilde était adulte, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Vous voyez, c'est ça le pire dans la lâcheté. On se trouve toujours des excuses. On se construit des petits arguments bien propres pour justifier son inaction. On se dit que c'est par respect, par délicatesse, qu'on ne veut pas s'immiscer. Mais la vérité, c'est qu'on a juste la trouille. La trouille du conflit, la trouille du scandale, la trouille de ce que vont penser les autres. Mes collègues à la SNCF, ils me demandaient des nouvelles de Mathilde. « Alors, elle est heureuse, ta fille, avec son banquier ?» Je répondais que oui, que tout allait bien, qu'ils pensaient avoir des enfants bientôt. Je mentais. À eux, à moi-même. Au café de la gare le vendredi soir, les gars parlaient parfois de leurs gamins. Bernard, un collègue, racontait comment il avait viré le copain de sa fille parce qu'il l'avait vu pleurer 2 fois. Ma fille, personne l'a fait chialer, je te jure. Tous les gars approuvaient. Moi aussi j'approuvais, je levais mon verre. Ouais, faut protéger ses gosses. Et en même temps, dans ma tête, je savais que j'étais un hypocrite. Un putain d'hypocrite qui ne protégeait rien du tout. Puis il y a eu Noël, il y a 2 ans. Mathilde et Stéphane sont venus réveillonner chez moi. Ma belle-sœur Nathalie était là aussi, avec ses 2 fils. Une soirée en famille, vous voyez. Des huîtres, du saumon, du champagne. Tout le monde souriait, tout le monde faisait semblant que tout allait bien. Mathilde portait une robe à manches longues, noire, col montant. En plein hiver, dans un salon surchauffé. Nathalie m'a glissé à l'oreille en cuisine. « Elle va bien, ta fille? Elle a l'air bizarre. » J'ai haussé les épaules. C'est le boulot, l'hôpital, c'est dur. Nathalie m'a regardé d'un drôle d'air, mais elle n'a rien ajouté. Pendant le repas, le téléphone de Mathilde a sonné. Elle a bondi, comme électrisée. C'était sa collègue de l'hôpital. Une urgence, un problème de planning. Mathilde a parlé 2 minutes, puis a raccroché. Stéphane l'a regardé. C'était qui? Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dedans, une menace à peine voilée. Marie-Christine, pour le planning de janvier. Stéphane a souri. Ah, Marie-Christine, celle qui t'appelle tout le temps. Le ton était léger, mais Mathilde est devenue blanche. Après le dîner, Stéphane est sorti fumer sur la terrasse. J'étais en train de ranger la cuisine quand Mathilde m'a rejoint. Elle avait les larmes aux yeux. « Papa !» Sa voix tremblait. J'ai senti que le moment était venu, que si je posais la question, elle allait tout me dire. Mais putain, j'ai eu peur. Peur de la réponse, peur de devoir agir. Alors j'ai dit « Ça va, ma chérie? Tu es fatiguée ?» Elle m'a regardé, et dans ses yeux, il y avait un tel désespoir. « Oui, papa, je suis fatiguée. » Elle a failli ajouter quelque chose, j'en suis sûr.
Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Stéphane est rentré à ce moment-là. On discute entre hommes, beau-papa et moi. Il a pris Mathilde par la taille, l'a tirée vers le salon. Elle n'a pas résisté. 4e lâcheté. Et celle-là, je ne me la pardonnerai jamais. Les mois suivants, j'ai presque arrêté de voir Mathilde. Elle ne répondait plus à mes messages. Quand j'appelais, elle disait qu'elle me rappellerait, mais elle ne le faisait jamais. J'ai essayé de passer chez eux une fois, personne n'a ouvert. J'ai appelé l'hôpital, on m'a dit qu'elle était en arrêt maladie. J'aurais dû insister, j'aurais dû défoncer leur porte, j'aurais dû appeler la police. Au lieu de ça, je me suis dit qu'elle était adulte, qu'elle avait le droit à sa vie privée, que si elle avait besoin de moi, elle me contacterait. Encore des excuses, toujours des excuses. Et puis, cette nuit-là, le 12 mars, une date que je n'oublierai jamais. Il était 2 heures du matin, je dormais. La sonnette a retenti, encore et encore, avec insistance. Je me suis levé, j'ai regardé par l'œilleton. Mathilde, seule, dans le froid. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli ne pas la reconnaître. Son œil gauche était fermé, tuméfié, violet et jaune. Sa lèvre était fendue, du sang séché sur son menton. Elle portait un jogging et un sweat à capuche, pas de chaussures, juste des chaussettes trempées. Elle tremblait. « Papa !» Sa voix était un murmure. Elle est entrée, elle s'est effondrée sur une chaise dans la cuisine. Je suis resté debout, incapable de bouger, incapable de parler. Mon cerveau refusait de traiter ce qu'il voyait. « Papa, je ne peux plus rentrer là-bas. » J'aurais dû la prendre dans mes bras. J'aurais dû appeler police secours immédiatement. Au lieu de ça, putain, au lieu de ça, je lui ai servi un café. Comme si on était là pour une petite discussion tranquille, comme si ma fille n'avait pas le visage embouilli. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma voix était bizarrement calme, détachée. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots qui venaient du ventre, des années de silence qui explosaient d'un coup. Entre 2 hoquets, elle m'a tout raconté. Elle a éclaté en sanglots, des sanglots qui venaient du ventre, des années de silence qui explosaient d'un coup. Entre 2 hoquets, elle m'a tout raconté. Ça avait commencé 2 mois après le mariage. Une gifle, une seule, parce qu'elle avait oublié d'acheter son pain préféré. Stéphane s'était excusé aussitôt. Il avait pleuré. Il avait dit que c'était le stress du boulot, que ça n'arriverait plus jamais. Mathilde l'avait cru. Elle voulait y croire. Puis, il y avait eu une 2e gifle, 3 semaines plus tard, parce qu'elle avait ri trop fort avec un collègue de l'hôpital au téléphone. Stéphane avait dit qu'elle le ridiculisait, qu'elle le trompait sûrement, qu'elle était une pute. Ensuite, les fleurs, les excuses, les promesses. Le cycle infernal avait commencé. Au bout de 6 mois, les gifles étaient devenus des coups de poing, les insultes, une routine quotidienne. Il contrôlait tout. Son téléphone, ses horaires, ses fréquentations, son argent. Elle devait rentrer directement après le travail, pas de détour, pas d'apéro avec les collègues, pas de déjeuner du dimanche avec son père, sauf s'il était là pour surveiller. Le foulard que j'avais vu, c'était pour cacher des marques de strangulation. Les manches longues, pour cacher les bleus sur ses bras. Le fond de teint épais, pour cacher les traces sur son visage. Ma fille vivait dans la terreur depuis 3 ans et demi. Et moi, putain, moi je n'avais rien fait. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai posé cette question comme un con, comme si c'était sa faute. Elle m'a regardé avec ses yeux tuméfiés. J'ai essayé, papa. Combien de fois j'ai essayé, mais tu ne voulais pas voir. Tu changeais de sujet, tu me parlais du temps qu'il faisait, du match de foot. Tu me demandais comment allait Stéphane. Stéphane, comme si c'était lui qui comptait. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Elle avait raison. Elle avait tenté de me parler, et moi j'avais détourné le regard. Parce que c'était plus facile, parce que je ne voulais pas de problème. Et ce soir, j'ai murmuré. Ce soir, elle était rentrée du travail avec 10 minutes de retard. Un embouteillage sur la 86. Stéphane l'attendait dans l'entrée. Il lui avait arraché son téléphone, vérifié tous ses messages. Il était persuadé qu'elle le trompait avec un médecin de l'hôpital. Elle avait eu beau lui expliquer, lui montrer l'infotrafic sur son portable. Il était devenu fou. Il l'avait frappé, encore et encore, avec ses poings, avec sa ceinture. Il l'avait jetée contre le mur. Elle s'était cognée la tête contre le radiateur. Quand il s'était calmé, il était allé se coucher, comme si de rien n'était. Elle avait attendu qu'il s'endorme, elle avait pris ses clés de voiture,
et elle avait conduit jusqu'à chez moi, sans chaussures, sans sac, sans rien. « Je ne peux plus rentrer, papa, je ne peux plus. S'il te plaît, laisse-moi rester ici, juste cette nuit. » C'était le moment où j'aurais dû dire oui, le moment où j'aurais dû être un père, le moment où j'aurais dû appeler police secours, accompagner ma fille, porter plainte, la protéger. Au lieu de ça, j'ai regardé l'heure. 2h30 du matin. J'ai pensé à mes voisins, à Madame Leroux, la concierge, qui voit tout, qui raconte tout. J'ai pensé à mes collègues, à Nathalie, ma belle-sœur, qui allait sûrement apprendre que Mathilde était partie de chez elle en pleine nuit. J'ai pensé au scandale, au divorce, aux avocats, aux ragots. J'ai pensé à tout, sauf à ma fille. Mathilde, j'ai pris une grande inspiration. Écoute, ma chérie, je comprends que vous avez eu une dispute. C'est normal dans un couple, des fois ça chauffe. Mais fuir comme ça en pleine nuit, ce n'est pas une solution. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Une dispute? Papa, tu vois ma gueule? C'est une dispute, ça? Je sais, il est allé trop loin. Mais tu sais, les hommes, quand ils sont énervés, il faut que vous parliez tous les deux. Peut-être que vous pourriez voir un conseiller conjugal, quelqu'un qui... Un conseiller conjugal? Sa voix montait dans les aigus, hystérique. Papa, il m'a fracassé la tête contre un radiateur. Il me traite de pute. Il me surveille 24 heures sur 24. Et toi, tu me parles de conseiller conjugal? J'ai baissé les yeux. J'avais honte, mais je continuais. Parce que dans ma tête, la seule chose qui comptait, c'était d'éviter le scandale, de remettre les choses en ordre, de faire comme si tout était normal. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais réfléchis. Tu es mariée, vous avez un appartement, Stéphane a une bonne situation. Si tu pars comme ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Voilà, c'était ça ma priorité. Le regard des autres, l'opinion des voisins, des collègues, de la famille. Mathilde s'est levée. Elle chancelait, comme si elle allait tomber. Les gens? Tu te fous des gens, papa. Tu te fous de ce que ta belle-sœur va raconter au repas de famille. Tu te fous de ce que tes collègues vont dire au café de la gare. Ce n'est pas ça, Mathilde. Je pense à toi, à votre couple. Vous vous aimez. Stéphane t'aime, j'en suis sûr. Il a des problèmes de gestion de la colère. Il faut qu'il se fasse aider. Mais vous pouvez vous en sortir. Ensemble. Vous vous aimez. Putain, j'ai vraiment dit ça. J'ai dit à ma fille que l'homme qui venait de lui défoncer le visage l'aimait. Papa. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues tuméfiées. Papa, s'il te plaît, j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il me tue. La prochaine fois, il va me tuer. Ne dis pas ça, tu exagères. Tu exagères. J'ai dit à ma fille, au visage embouilli, qu'elle exagérait. Rentre chez toi, Mathilde. Parle avec Stéphane. Demain, quand vous serez tous les deux calmés, vous verrez les choses différemment. Et si vraiment ça ne va pas, vous pouvez envisager une séparation à l'amiable. Mais là, partir comme ça, en pleine nuit, sans rien, les gens vont jaser. Ils vont penser que tu es hystérique, que tu inventes des choses. Ça va retomber sur toi. J'étais en train de lui expliquer calmement, posément, comme un type raisonnable, qu'elle devait retourner chez l'homme qui la battait, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas déranger l'ordre des choses. Elle m'a fixé longuement. Dans son regard, il y avait tout, la déception, le dégoût, l'incrédulité, et cette question muette. Comment peux-tu me faire ça? Puis elle a pris les clés de sa voiture sur la table. Elle s'est dirigée vers la porte. Je me suis levé, j'ai failli la retenir, failli. Mais je ne l'ai pas fait. Mathilde, attends. Je ne veux pas qu'on se quitte comme ça. Reste au moins jusqu'au matin, tu es fatiguée, tu... Elle s'est retournée. Sa voix était morte, sans émotion. Non, papa, tu as raison. Je vais rentrer chez moi, faire bonne figure, ne pas faire de vagues. C'est ce que tu veux, non? Ce n'est pas ce que je veux, c'est... Bonne nuit, papa. Elle est partie. J'ai entendu la voiture démarrer puis s'éloigner dans la nuit. Je suis resté debout dans ma cuisine, à regarder la tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. J'aurais pu courir derrière elle, j'aurais pu la rattraper, j'aurais pu la forcer à rester. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit qu'elle allait se calmer, qu'elle allait parler avec Stéphane, que les choses allaient s'arranger. Je me suis recouché. J'ai mis 2 heures à m'endormir. Dans ma tête,
Je me répétais que j'avais fait le bon choix, que c'était mieux comme ça, qu'ils allaient régler leurs problèmes, que Mathilde allait me remercier plus tard de ne pas avoir tout foutu en l'air. Le lendemain matin, j'ai appelé Mathilde. Pas de réponse. J'ai envoyé un message. Rien. J'ai rappelé dans l'après-midi. Toujours rien. Le surlendemain, j'ai reçu un appel de Stéphane. Sa voix était chaleureuse, amicale. « Beau papa, comment allez-vous? Je voulais m'excuser pour l'autre soir. Mathilde m'a dit qu'elle était passée chez vous. Elle était un peu perturbée, vous savez. Le boulot, les gardes de nuit, ça la fatigue. Mais tout va bien maintenant. On a discuté, on s'est expliqué. Elle va mieux. » J'ai senti mon sang se glacer. Je peux lui parler? Oh, elle dort. Elle a pris un jour de repos. Je la laisse se reposer. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je prends soin d'elle. Je prends soin d'elle. Ces mots résonnaient comme une menace. D'accord, dites-lui de m'appeler quand elle se réveillera. Bien sûr, beau papa, à bientôt. Il a raccroché. J'ai attendu que Mathilde m'appelle. Elle ne l'a jamais fait. Les jours suivants, j'ai essayé de la joindre. Son téléphone sonnait dans le vide. J'ai rappelé Stéphane. Elle est au travail, beau papa. J'ai appelé l'hôpital. Madame Moreau est en arrêt maladie. J'ai essayé de passer chez eux. Personne n'ouvrait. Au bout d'une semaine, Mathilde m'a envoyé un message, froid, distant. « Papa, j'ai besoin de temps. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Je te contacterai quand je serai prête. » Je me suis dit qu'elle était fâchée, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle me recontacterait bientôt. Je me suis dit que tout allait s'arranger. 3 semaines plus tard, j'ai croisé Nathalie au supermarché. « Alors, elle va bien ta fille? On ne la voit plus au repas de famille. » J'ai menti. « Oui, elle travaille beaucoup. Vous savez, l'hôpital. » Un mois après cette nuit-là, j'ai reçu une carte postale, de Normandie. « Papa, Stéphane et moi sommes partis quelques jours chez ses parents. On prend du temps pour nous. Ne t'inquiète pas. Mathilde. » L'écriture n'était pas la sienne, trop appliquée, trop régulière. C'était l'écriture de Stéphane. Mais je me suis dit que je devenais parano, que tout allait bien, que Mathilde avait juste besoin de temps. Vous savez ce que c'est, quand on se ment à soi-même? On devient très doué. On trouve toujours des explications rationnelles. On se construit une petite réalité alternative bien confortable, où tout va bien, où on a pris les bonnes décisions. 2 mois, 3 mois, 4 mois sans nouvelles. J'appelais de temps en temps, toujours la messagerie. J'envoyais des messages, pas de réponse. Ou alors des réponses courtes, impersonnelles. Ça va, je suis occupé. Bientôt. Au boulot, je faisais bonne figure. Alors la petite, me demandaient les collègues. Ça roule, elle est heureuse avec son mari. Je mentais. À eux, à moi-même. Le soir, seul dans mon pavillon, je buvais un peu trop. Un whisky. 2, 3. Pour ne plus penser. Pour ne plus voir le visage tuméfié de Mathilde dans ma cuisine. Pour ne plus entendre sa voix. « Papa, j'ai peur qu'il me tue. » Mais l'alcool ne fait qu'engourdir. Il n'efface rien. Au fond de moi, je savais. Je savais que j'avais merdé, que j'avais trahi ma fille, que j'étais le pire des lâches. Puis 6 mois après cette nuit-là, j'ai reçu un appel. De l'hôpital Henri Mondor. « Monsieur Moreau, nous sommes l'hôpital Henri Mondor. Votre fille Mathilde a été admise aux urgences. Pouvez-vous venir ?» Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne pouvons pas donner de détails par téléphone, mais c'est urgent. Venez vite. J'ai conduit comme un fou jusqu'à l'hôpital. Dans ma tête, 1000 scénarios. Un accident de voiture, une agression, pire. Quand je suis arrivé aux urgences, une infirmière m'a conduit dans un bureau. Un médecin était là. Une femme d'une 40aine d'années, le visage grave. « Monsieur Moreau, votre fille va bien. Enfin, elle est vivante. Mais son état est préoccupant. » Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin a pris une grande inspiration. Votre fille a été amenée ici par les pompiers suite à un appel des voisins. Elle présentait de multiples traumatismes. Fracture du poignet gauche, 3 côtes cassées, traumatisme crânien, hématome sur tout le corps. Elle était consciente, mais en état de choc. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assis. Elle nous a dit qu'elle était tombée dans les escaliers. Mais, monsieur Moreau, je suis médecin depuis 20 ans. Ces blessures ne sont pas compatibles avec une chute. Votre fille a été battue, violemment, et ce n'est pas la première fois. Elle a des cicatrices, des fractures anciennes mal consolidées. Elle vit ça depuis longtemps.
J'ai fermé les yeux. Ma fille, ma petite fille, fracturée, brisée, et moi qui l'avais renvoyée là-bas. Où est-elle? Ma voix était un murmure. En chambre. Mais, monsieur Moreau, il y a autre chose. Elle refuse de porter plainte. Elle dit que c'est un accident. Elle protège son mari. Je veux la voir. Bien sûr. Mais avant, je dois vous dire. Nous avons l'obligation de signaler ce cas au procureur. Même si votre fille refuse de porter plainte, ses blessures relèvent de la tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Les mots tournaient dans ma tête comme une sirène. Le médecin m'a conduit jusqu'à la chambre de Mathilde. J'ai poussé la porte doucement. Elle était là, dans le lit, attachée à des perfusions, des bandages partout. Son visage était méconnaissable, tuméfié, déformé, un œil complètement fermé, des points de suture sur le front. Quand elle m'a vu, elle a détourné le regard. « Mathilde !» J'ai voulu prendre sa main, elle l'a retirée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était faible, mais dure. L'hôpital m'a appelé. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée dans les escaliers. » Mathilde, arrête, arrête de mentir. C'est Stéphane, n'est-ce pas? Elle a fermé son œil valide. Des larmes coulaient sur ses joues bandées. Rentre chez toi, papa. Non, je ne pars pas cette fois. Mathilde, il faut porter plainte. Il faut que ce salopard paie pour ce qu'il t'a fait. Elle a éclaté d'un rire amer, douloureux. Porter plainte, comme tu m'as conseillé de le faire il y a 6 mois? Ah non, attends, tu m'as dit de rentrer chez moi, de ne pas faire de vagues. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Elle avait raison. J'étais responsable. Si j'avais agi cette nuit-là, elle ne serait pas là aujourd'hui. Je sais, Mathilde, et je m'en veux, je m'en voudrais toute ma vie. Mais là, maintenant, il faut agir. Il faut quoi, papa? Il faut que je détruise ma vie? Que je me retrouve seule, sans rien? Que tout le monde sache que mon mari me bat? Que je devienne celle qu'on regarde avec pitié? La pauvre Mathilde, celle qui s'est fait taper dessus? Tu ne seras pas seule, je suis là. Je vais t'aider. Tu vas venir habiter chez moi, on va... Toi, tu vas m'aider? Elle a ouvert son œil et m'a fixé. Dans ce regard, il y avait une haine que je n'oublierai jamais. Tu m'as renvoyé chez lui. Quand j'ai eu besoin de toi, quand je t'ai supplié, tu m'as renvoyé. Pour ne pas faire de vagues. Pour que les voisins ne jasent pas. Pour que tes collègues ne sachent pas que ta fille a des problèmes. Et maintenant, tu veux m'aider? Je pleurais. Pour la première fois depuis la mort de Véronique, je pleurais. Pardonne-moi, Mathilde. J'ai merdé, j'ai été lâche, j'ai eu peur. Mais s'il te plaît, laisse-moi réparer. On ne répare pas certaines choses, papa. À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Stéphane est entré, un bouquet de fleurs à la main, un sourire aux lèvres. Quand il m'a vu, son sourire s'est figé une seconde, puis il l'a rallumé, encore plus large. « Beau papa, quelle bonne surprise. Je suis content que vous soyez là. Ma pauvre Mathilde, elle est tellement maladroite. Ces escaliers, je lui avais dit de faire attention. » J'ai vu rouge. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment vu rouge. Je me suis levé, j'ai traversé la chambre et je l'ai attrapé par le col de sa chemise. « Espèce d'ordure, espèce de putain d'ordure, tu as failli la tuer. Tu as failli tuer ma fille. » Stéphane n'a pas bronché. Il me regardait avec un calme glacial. « Lâchez-moi, Patrick. Vous vous donnez en spectacle. »« Je me fous du spectacle. Je vais te... »« Papa, arrête !» La voix de Mathilde, faible mais ferme. « Arrête, s'il te plaît. » J'ai lâché Stéphane. Il a rajusté sa chemise, toujours ce sourire aux lèvres. « Beau papa, je comprends que vous soyez bouleversé, mais Mathilde a besoin de calme. Peut-être que vous devriez rentrer chez vous. Je vais rester avec elle. » « Tu ne touches plus à ma fille, tu l'entends? Jamais !» Stéphane s'est approché de moi. Il a murmuré, assez bas pour que Mathilde n'entende pas. « Votre fille est ma femme, elle m'appartient, et vous n'y pouvez rien. Surtout pas vous, qui l'avez renvoyée chez moi il y a 6 mois. » Il savait, putain, il savait. Mathilde lui avait raconté. Ou alors il l'avait forcé à tout lui dire. Et maintenant, il se servait de ma lâcheté comme d'une arme. Je me suis tourné vers Mathilde. « S'il te plaît, viens avec moi, maintenant. On sort d'ici, on va à la police, on... »« Sors, papa. » Sa voix était morte. « Sors de cette chambre et ne reviens pas. »« Mathilde, sors !» Un infirmier est entré, alerté par les cris.
Stéphane a pris un air désolé. Ma belle-mère vient de perdre sa fille dans un accident. Mon beau-père est sous le choc, il ne se contrôle plus. Pourriez-vous le raccompagner? L'infirmier m'a pris doucement par le bras. Monsieur, il faut sortir, vous perturbez la patiente. Je me suis laissé emmener comme un automate. Dans le couloir, j'ai entendu la voix de Stéphane, douce, apaisante. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais prendre soin de toi. Je suis sorti de l'hôpital comme un zombie. Dans ma voiture, j'ai pleuré pendant 1 heure. Des sanglots qui venaient du fond de mes tripes. J'avais perdu ma fille. Non, pire que ça. Je l'avais abandonnée. Je l'avais livrée à son bourreau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans mon pavillon. J'ai bu, j'ai pleuré, j'ai pensé à Véronique. Qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait vu ça? Sa fille à l'hôpital, fracassée par son mari, et moi, son père, qui n'avait rien fait. Véronique, elle n'aurait jamais laissé faire. Elle aurait défoncé la porte de leur appartement. Elle aurait arraché Mathilde de là. Elle se serait battue comme une lionne. Mais Véronique était morte. Et moi, j'étais vivant. Vivant et lâche. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital. On m'a dit que Mathilde était sortie. Sortie? Mais elle avait des fractures, elle. Son mari a insisté. Il a signé une décharge. Elle est partie avec lui ce matin. Partie avec lui, bien sûr. Stéphane l'avait sortie de là avant que les flics ne débarquent. Avant que le signalement du médecin ne devienne officiel. J'ai essayé de les joindre, téléphone coupé. J'ai été chez eux, personne. J'ai attendu dans ma voiture pendant des heures, rien. Ils avaient disparu. Pendant 2 semaines, j'ai cherché. J'ai appelé l'hôpital où travaillait Mathilde. Elle a démissionné. J'ai appelé les parents de Stéphane en Normandie. Nous ne savons pas où ils sont, et même si nous le savions, nous ne vous le dirions pas. Vous avez fait assez de mal comme ça. Fait assez de mal comme ça. Qu'est-ce que Stéphane leur avait raconté? Que j'étais un fou? Un père abusif? Qu'est-ce qu'il leur avait fait croire? J'ai contacté la police. Monsieur, votre fille est majeure. Si elle ne porte pas plainte, nous ne pouvons rien faire. Et elle n'a pas porté plainte. Mais elle est en danger. Nous ne pouvons pas intervenir sans plainte ou sans flagrant délit. Désolé. J'ai appelé Nathalie, ma belle-sœur. Nathalie, il faut m'aider. Mathilde est en danger. Son mari là-bas, il faut la retrouver. Nathalie a soupiré. Patrick, je sais que tu es inquiet, mais Mathilde est adulte. Elle a fait ses choix. Tu ne peux pas la forcer à quitter son mari. Ses choix? Elle est prisonnière. Il la séquestre. Patrick, tu dramatises. Mathilde m'a envoyé un message il y a 3 jours. Elle va bien. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle et Stéphane prenaient des vacances prolongées. Un message, encore, écrit par Stéphane, j'en étais sûr. Nathalie, ce n'est pas elle qui écrit ces messages, c'est lui, il contrôle tout, il... Patrick, franchement, tu deviens parano. Mathilde va bien, laisse-la respirer. Tu l'étouffes avec tes angoisses. J'ai raccroché. Même Nathalie ne me croyait pas. Ou elle ne voulait pas me croire. Parce que croire ça, c'était admettre que quelque chose d'horrible se passait. Et personne ne veut voir l'horreur. C'est plus facile de se dire que tout va bien. J'ai arrêté de travailler, arrêt maladie, dépression. Mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques. Patrick, vous devez vous reposer, vous êtes épuisé. Épuisé, oui, épuisé de culpabilité, épuisé de honte. Les jours passaient, puis les semaines, aucune nouvelle. Je maigrissais, je ne sortais plus. Je restais chez moi, à fixer mon téléphone, à attendre un appel qui ne venait pas. Un soir, 2 mois après l'hôpital, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite. L'écriture de Mathilde. Tremblante, mais c'était bien la sienne. Papa, arrête de me chercher, arrête d'appeler, arrête de venir chez nous. Stéphane et moi, on va bien. On a juste besoin de temps, loin de tout, loin de toi aussi. Ce qui s'est passé à l'hôpital, c'était un accident. Un accident, tu comprends? Arrête d'imaginer des choses, arrête de dramatiser. Je t'aime, mais laisse-moi vivre ma vie. Mathilde. J'ai relu cette lettre 100 fois, cherchant un code, un signe, quelque chose qui me dirait qu'elle était forcée de l'écrire. Mais rien. Juste ces mots froids, distants. Peut-être qu'elle disait la vérité. Peut-être qu'elle voulait vraiment que je la laisse tranquille. Peut-être que j'étais devenu un poids pour elle. Peut-être qu'elle m'en voulait tellement qu'elle préférait rester avec Stéphane plutôt que de me revoir. J'ai commencé à boire sérieusement. Pas 1 ou 2 verres le soir, non, la bouteille.
Le whisky d'abord, puis le vin, puis n'importe quoi. Pour oublier, pour ne plus penser, pour ne plus voir son visage tuméfié dans ma cuisine cette nuit-là. Mes collègues sont venus me voir, Bernard, du café de la gare. Alors Patrick, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne viens plus boire un demi avec nous? Je ne vais pas bien, Bernard, ma fille. Ta fille va bien, non? Elle est mariée, installée. Qu'est-ce qui te tracasse? Comment lui expliquer? Comment lui dire que j'avais abandonné ma fille, que j'étais un monstre? Rien, tout va bien. J'ai juste besoin de repos. Le soir, seul dans mon pavillon, je ressassais. Cette nuit de mars. Si seulement j'avais agi différemment. Si seulement j'avais dit « Reste ici, ma chérie, je vais appeler la police, on va te sortir de là. » Si seulement j'avais été un père. Mais je n'avais pas été un père. J'avais été un lâche, un putain de lâche qui avait choisi le confort, la tranquillité, l'absence de scandale, plutôt que la sécurité de sa propre fille. Vous savez ce qui est le pire dans la culpabilité? Ce n'est pas qu'elle vous ronge, c'est qu'elle est justifiée. Quand vous êtes coupable pour de vrai, vous ne pouvez pas vous consoler. Vous ne pouvez pas vous dire que vous avez fait de votre mieux. Parce que vous savez que non. Vous savez que vous avez merdé. Et il n'y a rien, absolument rien, pour vous soulager de ce poids. 6 mois après l'hôpital, 1 an après cette nuit de mars, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai décroché, le cœur battant. Allô? Une voix de femme, pas Mathilde. Monsieur Moreau? Je suis Delphine, une amie de Mathilde. On travaillait ensemble à l'hôpital. Oui? Vous avez des nouvelles d'elle? Écoutez, je ne sais pas si je devrais vous appeler, mais je suis inquiète. Mathilde a démissionné il y a des mois. Elle ne répond plus à mes messages. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'hôpital, quand elle était aux urgences. Et elle avait l'air terrifiée. Monsieur Moreau, je pense que votre fille est en danger. Je sais, mais je ne sais pas où elle est. Son mari l'a emmenée quelque part, il la séquestre et... J'ai peut-être une piste. Une collègue a croisé Stéphane à Paris, près de Bastille, il y a 2 semaines. Il faisait des courses, seul. Il a dit qu'ils habitaient dans le coin maintenant. Bastille, Paris. J'avais une zone. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Merci Delphine. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, sortez-la de là. Mathilde est quelqu'un de bien, elle ne mérite pas ça. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose d'autre que de la culpabilité, de la détermination, de la rage. J'ai arrêté de boire. Du jour au lendemain, j'ai repris le travail. J'ai recommencé à manger, à dormir. Je me suis préparé. Parce que j'avais une mission maintenant, retrouver Mathilde. Et cette fois, ne pas la laisser tomber. Pendant des semaines, j'ai arpenté le quartier de Bastille. Tous mes jours de congé, tous mes week-ends. Je marchais dans les rues, je regardais les visages, j'espérais apercevoir Mathilde. Ou Stéphane, n'importe quoi. Les gens me prenaient pour un fou. Ce type de 58 ans qui traînait dans les rues, qui scrutait les passants. Madame Leroux, ma concierge, me demandait « Monsieur Moreau, où allez-vous comme ça tous les week-ends ?»« À Paris, voir des amis. » Encore des mensonges. Un samedi, 2 mois après l'appel de Delphine, je l'ai vu, Stéphane. Sortant d'un Monoprix rue de la Roquette, 2 sacs de courses à la main. Mon cœur s'est emballé. C'était lui, pas de doute. Je l'ai suivi, discrètement. Il a marché pendant 10 minutes, puis il est entré dans un immeuble, un vieil immeuble haussmannien, pas très loin de la place de la Bastille. J'ai noté l'adresse, 17 rue Trousseau. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures, il n'est pas ressorti. J'ai regardé les fenêtres. 3e étage, une fenêtre était ouverte. Un rideau bougeait. J'ai failli monter, sonner à toutes les portes, défoncer celles de leur appartement. Mais je me suis retenu. Si je débarquais comme ça, Stéphane appellerait les flics. C'est moi qui me ferais arrêter. Et Mathilde serait encore plus enfermée. Non, il fallait être intelligent, patient. Le lendemain, je suis revenu. Et le surlendemain, j'ai observé. Stéphane sortait tous les jours, vers 10 heures. Pour aller travailler, je suppose. Il rentrait vers 19 heures. Parfois, il ressortait le soir, vers 21 heures, pour faire des courses. Mathilde, je ne l'ai jamais vue. Jamais. Pas une seule fois en 2 semaines d'observation. Elle ne sortait pas. Jamais. J'ai commencé à angoisser. Et si elle était morte? Et si Stéphane l'avait tuée et caché son corps? Et si j'étais là, à surveiller un appartement où il n'y avait plus personne? Un soir, j'ai vu de la lumière à la fenêtre, et une ombre.
Une silhouette de femme, fine, trop fine. Elle est passée devant la fenêtre, puis a disparu. Quelques secondes, mais c'était elle, j'en étais sûr. Mathilde était vivante, prisonnière, mais vivante. Il fallait agir, mais comment? Appeler les flics? Ils diraient la même chose. Votre fille est majeure, elle n'a pas porté plainte. Défoncer la porte? Me faire arrêter et laisser Mathilde seule avec ce monstre? J'ai réfléchi pendant des jours. Et puis, une idée. Une idée de merde, dangereuse, mais c'était tout ce que j'avais. Attendre que Stéphane sorte, monter à l'appartement, frapper à la porte, parler à Mathilde, la convaincre de partir avec moi. Juste 5 minutes pour la sauver. Le mercredi suivant, j'ai mis mon plan à exécution. Stéphane est sorti à 10 heures, comme d'habitude. J'ai attendu 10 minutes pour être sûr qu'il ne revenait pas. Puis je suis entré dans l'immeuble. Pas de digicode, heureusement. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. Mon cœur battait comme un tambour. Il y avait 3 portes. J'ai regardé les noms sur les boîtes aux lettres. Aucun nom de Moreau ou de Legrand, le nom de famille de Stéphane. Il devait utiliser un faux nom ou pas de nom du tout. J'ai frappé à la première porte. Une vieille dame a ouvert. « Oui ?»« Pardon, madame, je cherche monsieur Legrand. »« Connais pas, essayez à côté. » Elle a refermé la porte. 2e porte. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Toujours rien. J'ai collé mon oreille contre la porte. Un bruit, un souffle. Quelqu'un respirait derrière la porte. « Mathilde, c'est papa. Mathilde, ouvre-moi, s'il te plaît. » Silence. « Mathilde, je sais que tu es là. Stéphane est parti. Tu peux ouvrir. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste parler. » Toujours rien. « Ma chérie, s'il te plaît. J'ai merdé cette nuit-là. Mais je suis là maintenant. Je vais te sortir de là. Fais-moi confiance. Juste une fois. S'il te plaît. » J'entendais des sanglots étouffés derrière la porte. « Mathilde, ouvre, je t'en supplie. » Puis une voix, faible, brisée. « Va-t'en, papa. »« Non, pas sans toi. S'il te plaît, il va rentrer. S'il te trouve ici, il va. Va-t'en. Viens avec moi, maintenant. On descend, on part et... » Je ne peux pas. « Si, tu peux. Ouvre cette porte. On va à la police. On porte plainte. On... »« Papa, va-t'en !» Sa voix était hystérique, terrifiée. Je ne partirai pas, même si je dois rester ici toute la journée, même si je dois défoncer cette porte. Un long silence, puis le bruit d'une clé qui tourne. La porte s'est entr'ouverte. Une chaîne de sécurité la retenait. Dans l'entrebâillement, j'ai vu un œil, l'œil de Mathilde. Mais ce n'était plus ma fille, ce n'était plus la Mathilde que je connaissais. Cet œil était celui d'un animal traqué, vide, mort. « Papa, si tu m'aimes, pars, maintenant. »« Pas sans toi. Tu ne comprends pas. Si tu restes, il va te faire du mal. Il va nous faire du mal à tous les deux. S'il te plaît, pars. »« Mathilde, je m'en fous qu'il me fasse du mal. Je m'en fous de moi. Toi, par contre, je ne te laisserai pas ici. Plus jamais. » Elle a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues creuses. Elle était tellement maigre, un squelette. « Il a un flingue, papa. Un flingue. Il m'a dit que si j'essayais de partir, il me tuerait. Et qu'il te tuerait aussi. Il sait où tu habites. Il sait tout. » Mon sang s'est glacé. Un flingue. Ce salopard avait un flingue. « On va à la police. Ils vont l'arrêter. Ils vont... Il a des amis à la police. Il me l'a dit. Si je porte plainte, ses amis feront disparaître le dossier. Et après, il me tuera. Papa, s'il te plaît. Si tu m'aimes, oublie-moi. Vis ta vie, fais comme si je n'existais plus. » Jamais, tu m'entends? Jamais. À ce moment-là, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Des pas rapides, lourds. Stéphane. Mathilde a blêmi. « Il est là. Cache-toi, vite. » Non, je reste. « Papa !» Trop tard. Stéphane est apparu au bout du couloir. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé. Puis il a souri. Ce putain de sourire. « Tiens, tiens, beau papa. Quelle surprise. » Il s'est approché lentement. Calme. Trop calme. « Qu'est-ce que vous faites ici, Patrick? Vous harcelez ma femme? »« Harceler? Espèce de malade, tu la séquestres, tu la bats, tu... » Stéphane a ri. Un rire froid. « Je la séquestre? Mathilde, ma chérie,
Dis à ton père que tu es libre de partir quand tu veux. Mathilde, derrière la porte, ne disait rien. Mathilde, dis-lui. Dis-lui que tu es heureuse avec moi, que tu ne veux pas partir. Un silence insoutenable. Puis la voix de Mathilde, mécanique, sans vie. Je suis heureuse, papa. Je ne veux pas partir. Stéphane a souri encore plus large. Vous voyez, elle est heureuse. Maintenant partez, avant que j'appelle la police pour intrusion. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je vais porter plainte. Je vais... Porter plainte? Pourquoi? Pour être venu voir votre fille? Allez-y, les flics vont bien rire. Vous êtes un vieux con qui ne supporte pas que sa fille soit mariée. C'est pathétique. Il s'est encore rapproché. Il était à quelques centimètres de moi maintenant. Il a murmuré tout bas. Vous auriez dû la garder chez vous cette nuit-là. Vous auriez pu la sauver. Mais vous étiez trop lâche. Et maintenant, elle m'appartient. Pour toujours. J'ai vu rouge. Je l'ai attrapé par le col. Je l'ai plaqué contre le mur. Espèce de fils de pute, je vais te... Papa, arrête! Mathilde avait ouvert la porte. Elle se tenait là, dans l'embrasure. Squelettique, des bleus partout sur les bras, un collier autour du cou. Non, pas un collier, une marque de strangulation. Papa, s'il te plaît, pars, je t'en supplie. Stéphane s'est dégagé. Il a rajusté sa chemise. Écoutez votre fille, Patrick, partez, et ne revenez jamais. J'ai regardé Mathilde. Dans ses yeux, il y avait un message que je n'ai compris que plus tard. Elle me disait « au revoir », pour toujours. Mathilde, va-t'en, papa. Je suis parti. J'ai descendu les escaliers comme un automate. Dehors, je me suis effondré sur un banc. J'ai pleuré, comme un gosse, comme un père qui vient de perdre son enfant. J'avais échoué, encore. J'étais retourné là-bas pour la sauver, et je repartais sans elle. Pire, je l'avais mise en danger. Stéphane allait la punir pour ça, pour m'avoir parlé, pour avoir ouvert la porte. J'aurais dû rester, j'aurais dû appeler les flics depuis le palier, j'aurais dû défoncer la porte, j'aurais dû faire quelque chose. Mais non, encore une fois, j'étais parti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assis dans ma cuisine, à fixer le vide. Dans ma tête, je revoyais le visage de Mathilde, ce visage émacié, ses yeux morts, ses bleus sur ses bras. Et ce collier de strangulation, il allait la tuer, j'en étais sûr. Ce n'était qu'une question de temps, et quand ça arriverait, ce serait ma faute. Parce que je l'avais renvoyé chez lui, parce que je n'avais pas agi. Le lendemain matin, je suis allé au commissariat. J'ai demandé à parler à un officier. On m'a fait attendre 1 heure, puis un flic blasé est arrivé. La quarantaine, bedonnant, l'air de s'ennuyer ferme. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ?» Ma fille est séquestrée par son mari. Il la bat, il la menace avec une arme. Il faut faire quelque chose. Le flic a soupiré. Il a sorti un formulaire. Nom de votre fille? Mathilde Moreau. Enfin, Mathilde Legrand maintenant. Adresse? 17 rue Trousseau, Paris 11e, 3e étage. Votre fille a-t-elle porté plainte? Non, elle a trop peur. Il la menace. Il a un flingue. Monsieur, si votre fille n'a pas porté plainte, nous ne pouvons rien faire. C'est une adulte. Si elle refuse de coopérer, on ne peut pas intervenir. Mais elle est en danger, il va la tuer. Vous avez des preuves de ces menaces? Je l'ai vue hier, elle est couverte de bleu. Elle est tellement maigre qu'on dirait un squelette. Elle... Vous l'avez vue où? Chez elle. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, elle... Le flic a levé les yeux. Vous êtes entré chez elle sans y être invité? Non, enfin, j'ai frappé, mais... Monsieur, vous vous rendez compte que c'est vous qui commettez une infraction? Harcèlement, intrusion. Si son mari porte plainte contre vous, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Quoi? Mais c'est lui le criminel, c'est lui qui... Monsieur, calmez-vous. Je comprends que vous soyez inquiet pour votre fille. Mais légalement, nous ne pouvons rien faire sans plainte de sa part. Si elle se présente ici et porte plainte, nous interviendrons. Sinon, mes mains sont liées. Mais elle ne peut pas porter plainte. Elle est terrorisée, il la menace, il... Écoutez, je vais noter votre témoignage. Si jamais il y a un incident, une plainte, on aura une trace. C'est tout ce que je peux faire. En attendant, je vous conseille de ne plus vous présenter chez votre fille sans son accord. C'est pour votre bien. Il m'a tendu un formulaire. Remplissez ça et rentrez chez vous. Je suis sorti du commissariat avec la rage au ventre. Ces putains de flics, ils s'en foutaient. Pour eux, c'était juste une histoire de couple.
Une fille qui ne voulait pas porter plainte. Circuler, y a rien à voir. Les jours suivants, j'ai cherché d'autres solutions. J'ai appelé des associations d'aide aux femmes battues. Monsieur, nous ne pouvons intervenir que si votre fille nous contacte directement. Nous ne pouvons pas la forcer à demander de l'aide. J'ai contacté un avocat. Sans plainte, sans témoignage de la victime, vous ne pouvez rien faire. Désolé. J'étais piégé. Le système était fait de telle manière que tant que Mathilde ne demandait pas d'aide, personne ne bougeait. Et Mathilde ne pouvait pas demander d'aide parce qu'elle était terrorisée. Un cercle vicieux, parfait pour les ordures comme Stéphane. Pendant des semaines, je suis retourné rue Trousseau. Je surveillais. J'espérais voir Mathilde sortir, ne serait-ce qu'une minute, pour lui parler, pour la convaincre. Mais elle ne sortait jamais. Stéphane, lui, continuait sa vie normalement. Tous les matins, costume cravate, il partait travailler. Tous les soirs, il rentrait. Parfois, le week-end, il allait boire un verre en terrasse, souriant, détendu, comme si de rien n'était, comme s'il ne gardait pas une femme prisonnière chez lui. Une fois, je l'ai suivi jusqu'à un bar près de République. Il a retrouvé des amis. Ils ont ri, bu, regardé le foot. Des types normaux, des types comme moi, en quelque sorte. Personne n'aurait pu deviner que Stéphane était un monstre. C'est ça qui est terrible avec ces enfoirés. Ils ont l'air normal, ils s'intègrent, ils sont charmants. Et derrière, ils détruisent des vies. Un soir, 2 mois après ma visite rue Trousseau, j'ai pris une décision. Une décision folle, dangereuse, mais je n'avais plus le choix. J'allais enlever Mathilde, attendre que Stéphane sorte, défoncer la porte, prendre ma fille, l'emmener loin, très loin, changer de ville, changer de vie, disparaître. Oui, c'était illégal. Oui, je risquais la prison. Mais qu'est-ce que ça pouvait foutre? Ma fille était en train de mourir à petit feu. Si je ne faisais rien, elle serait morte avant la fin de l'année. J'ai commencé à préparer. J'ai vendu mon pavillon de Créteil. J'ai mis l'argent de côté. J'ai loué une petite maison dans les Pyrénées, sous un faux nom. Un endroit paumé, où personne ne nous trouverait. J'ai acheté un pied de biche, au cas où la porte serait solide. Le jour J, j'ai choisi un mercredi. Stéphane partait toujours tôt le mercredi. Réunion importante. Il l'avait dit une fois au téléphone en sortant de l'immeuble. Ce mercredi-là, j'étais là à 9h du matin, caché dans une voiture de location. Stéphane est sorti à 9h30. Il a pris le métro. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai pris mon pied de biche et je suis monté. Mon cœur battait comme jamais. J'avais 58 ans. Je n'avais jamais enfreint la loi de ma vie, à part quelques excès de vitesse. Et là, j'étais sur le point de défoncer une porte et d'enlever quelqu'un, même si c'était ma fille. Arrivé devant la porte, j'ai hésité. Et si Stéphane n'était pas vraiment parti? Et s'il était rentré par un autre chemin? Et s'il était là, avec son flingue, prêt à me tirer dessus? Mais je ne pouvais plus reculer. J'ai frappé. « Mathilde, c'est papa, ouvre-moi. Stéphane est parti, on a 10 minutes, ouvre !» Pas de réponse. J'ai frappé encore. « Mathilde, s'il te plaît, je t'en supplie, ouvre cette porte. On va partir, tous les deux, loin d'ici. Il ne te retrouvera jamais. » Toujours rien. « Mathilde, si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte. Je ne plaisante pas. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2... » À 7, j'ai entendu la chaîne qu'on retirait. La porte s'est ouverte. Mathilde était là, encore plus maigre qu'avant. Des cernes noires sous les yeux, une vieille robe de chambre sale, des cheveux gras emmêlés. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Je viens te chercher, prends tes affaires, on part, maintenant. »« Je ne peux pas. »« Si, tu peux, allez, on n'a pas beaucoup de temps. »« Papa, il va nous retrouver, il va... »« Il ne nous retrouvera pas, j'ai tout prévu. Une maison dans les Pyrénées, un endroit où il ne pensera jamais à chercher. On va disparaître. » Elle a secoué la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tu ne comprends pas. Il a des amis partout. Des flics, des privés. Il va nous traquer. Et quand il nous trouvera, papa, il nous tuera tous les deux. » Alors quoi? Tu préfères rester ici et crever? Parce que c'est ce qui va se passer, Mathilde. Regarde-toi. Tu n'es plus qu'un fantôme. Dans 6 mois, tu seras morte. Elle a baissé les yeux. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Ma fille, ma petite fille, celle que j'avais portée sur mes épaules quand elle avait 5 ans, celle qui riait aux éclats quand je la poussais sur la balançoire, celle qui me faisait des dessins pour la fête des pères. Cette fille-là voulait mourir. Non,
Non, Mathilde, ce n'est pas mieux comme ça. Tu mérites de vivre, tu mérites d'être heureuse. Et je vais te sortir de là, même si je dois te porter sur mon dos. J'ai attrapé son bras. Elle a crié, un cri de douleur. J'ai relevé sa manche. Son bras était couvert de brûlures de cigarettes, récentes, certaines encore à vif. Putain de merde, Mathilde, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a retiré son bras. Laisse-moi, papa, s'il te plaît. Non, cette fois, je ne te laisse pas. Cette fois, je fais ce que j'aurais dû faire il y a 1 an. Je te sors de cet enfer. J'ai commencé à entrer dans l'appartement. Elle m'a bloqué le passage. Papa, non. S'il rentre et qu'il te trouve ici, il va te tuer. Va-t'en, je t'en supplie. Viens avec moi alors. Viens, on part maintenant. Je ne peux pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Elle a éclaté en sanglots, des sanglots déchirants. Parce que j'ai honte, papa. J'ai honte de ce que je suis devenue. J'ai honte que tu me vois comme ça. J'ai honte d'avoir été assez conne pour rester avec lui. J'ai honte de ne pas avoir été assez forte pour partir. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a résisté d'abord, puis elle s'est effondrée contre moi. Elle pleurait comme une enfant. Tu n'as pas à avoir honte, ma chérie. C'est moi qui ai honte. C'est moi qui t'ai abandonnée. C'est moi qui t'ai renvoyée chez lui. Tout ça, c'est ma faute. Non, papa, c'est ma faute. J'aurais dû partir dès la première gifle. J'aurais dû... Non, écoute-moi. Rien de tout ça n'est ta faute. Stéphane est un manipulateur, un pervers. Il t'a piégée, il t'a détruite petit à petit. Mais tu es toujours là, tu es toujours vivante. Et tant que tu es vivante, il y a de l'espoir. Elle sanglotait contre mon épaule. Je sentais ses côtes saillantes à travers sa robe de chambre. Elle ne pesait plus rien. Viens, ma chérie, s'il te plaît. On va partir, loin d'ici. On va recommencer, toi et moi, comme avant. Elle a levé les yeux vers moi. Dans ce regard, j'ai vu quelque chose. Une petite lueur, un espoir, infime, mais présent. Tu crois qu'on peut recommencer, papa? Après tout ça? Oui, j'en suis sûr. Mais il faut partir, maintenant. Elle a hésité. Je voyais la lutte dans ses yeux, la peur, la honte, mais aussi l'envie de vivre, l'envie de s'échapper. D'accord, elle a murmuré. D'accord, on part. Mon cœur a bondi. Elle avait dit oui, enfin. Prends tes papiers, juste tes papiers. On achètera le reste après. Elle a hoché la tête. Elle est partie vers la chambre. J'ai attendu dans l'entrée, le cœur battant. On allait réussir, on allait partir, loin de ce monstre. Mathilde est revenue avec un petit sac. Mes papiers, mon livret de famille et des photos de maman. Parfait, on y va. On est sorti de l'appartement. J'ai fermé la porte derrière nous. Dans l'escalier, Mathilde tremblait. « Papa, j'ai peur. Et s'il nous voit? S'il est dans la rue ?» Il n'est pas dans la rue, il est au boulot. On a le temps. On est descendu. Chaque marche me semblait durer une éternité. À chaque étage, je m'attendais à voir Stéphane surgir. Mais non, personne. On est arrivé dans le hall. La porte de l'immeuble était là, à 10 mètres. La sortie, la liberté. J'ai pris la main de Mathilde. « Allez, on y va. » On a fait 3 pas, puis la porte s'est ouverte. Stéphane était là. Le monde s'est arrêté. Mathilde a poussé un cri étouffé. Moi, j'ai lâché sa main. Stéphane nous a regardés. Son visage était calme, trop calme. « Tiens, vous alliez où comme ça ?» Mathilde s'est mise à trembler. « Stéphane, on... » Ta gueule !» Sa voix était glaciale. Il s'est tourné vers moi. « Vous ne comprenez vraiment rien, hein? Je vous avais dit de ne plus revenir. Je vous avais dit de la laisser tranquille. Elle vient avec moi, et tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. » Stéphane a ri. « Ah bon? Mathilde, ma chérie, dis à ton père que tu viens avec moi. Dis-lui que tu ne veux pas partir. » Mathilde ne disait rien. Elle fixait le sol. « Mathilde !» La voix de Stéphane avait claqué comme un fouet. « Dis-lui !»« Je veux rester avec toi, Stéphane. » Sa voix était à peine audible. « Tu vois, beau papa, elle veut rester. Alors maintenant, vous allez dégager. Et cette fois, si vous revenez, j'appelle les flics. Et je porte plainte pour harcèlement. » Mathilde, ne l'écoute pas, on part, maintenant. Stéphane s'est avancé vers moi. « Vous n'allez nulle part. » Il a attrapé le bras de Mathilde. Elle a gémi de douleur. « Lâche-la !» J'ai voulu m'interposer. Stéphane m'a repoussé. J'ai trébuché. J'ai failli tomber. « Papa !» Mathilde a tendu la main vers moi. Mais Stéphane la tirait déjà vers l'escalier. « Non,
Mathilde! Mathilde! Elle me regardait, les yeux pleins de larmes. Papa, pardon. Stéphane la traînait dans les escaliers. Elle ne résistait pas. Elle se laissait faire comme une poupée de chiffon. J'ai voulu les suivre, monter, la reprendre. Mais mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondré sur une marche. En haut, j'ai entendu une porte claquer, puis un cri. Le cri de Mathilde. Puis plus rien. Je suis resté là, dans ce hall, pendant 1 heure, incapable de bouger, incapable de penser. J'avais échoué, encore. J'avais été si proche de la sauver. Et j'avais échoué. Pire, je l'avais mise en danger. Stéphane allait la punir pour ça, pour avoir essayé de partir, pour m'avoir écouté. Qu'est-ce qu'il était en train de lui faire là-haut? Est-ce qu'il la battait? Est-ce qu'il la torturait? Est-ce qu'il allait la tuer? Je me suis relevé. J'ai monté les escaliers en courant. J'ai tambouriné à leur porte. « Stéphane, ouvre cette porte, ouvre, ou j'appelle les flics. » Silence. « Mathilde, Mathilde, réponds-moi. » Toujours rien. J'ai appelé police secours. « Il y a une femme en danger, 17 rue Trousseau, 3e étage. Son mari là-bas, venez vite. » Ils sont arrivés 20 minutes plus tard. 2 flics, blasés. Ils ont frappé à la porte. Stéphane a ouvert, souriant, détendu. « Oui, messieurs? On a reçu un appel. Une femme en danger à cette adresse. » « Une femme en danger? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ma femme et moi, on était en train de déjeuner tranquillement. On peut la voir? » « Bien sûr. » Stéphane s'est écarté. Mathilde était là, assise à la table de la cuisine. Habillée, coiffée, du maquillage sur le visage. Elle souriait. Un sourire figé, artificiel, mais un sourire quand même. « Madame, tout va bien? » « Oui, tout va bien. Je ne sais pas qui a appelé. Mon mari et moi, on allait très bien. » Les flics se sont tournés vers moi. « C'est vous qui avez appelé? » « Oui, mais elle ment. Il la force à dire ça. Regardez ses bras. Elle a des brûlures. Elle... » Mathilde portait un pull à manches longues. Aucune trace visible. « Monsieur, votre fille dit qu'elle va bien. On ne peut rien faire. »« Mais elle a peur de lui. Elle... » « Écoutez, monsieur, on a vérifié. Tout va bien. Si vous continuez à harceler votre fille et son mari, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Compris? » Ils sont partis. Stéphane m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait une jouissance malsaine. Il avait gagné. Encore. Il a fermé la porte. J'ai entendu le verrou qu'on fermait. Puis plus rien. Je suis rentré chez moi, enfin, dans ma location temporaire. Le pavillon de Créteil était vendu. Je n'avais plus de maison, plus rien. Cette nuit-là, j'ai bu, jusqu'à l'oubli. Jusqu'à l'inconscience. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Encore une fois, et je la tue. Vous m'avez bien compris? Laissez-nous tranquilles, ou je la tue. » C'était lui, Stéphane, et je savais qu'il ne mentait pas. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Je vivais dans un studio minable à Montreuil, avec pour seule compagnie une bouteille de whisky et mes regrets. J'avais tout perdu. Mon pavillon, mon travail, j'avais fini par démissionner, incapable de me concentrer. Et surtout, ma fille. Chaque nuit, je faisais le même cauchemar. Mathilde qui me tendait la main, moi qui la laissais tomber, encore et encore. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec cette certitude terrible. Elle allait mourir, et ce serait ma faute. Pendant 2 mois, je n'ai pas essayé de la contacter. La menace de Stéphane résonnait dans ma tête. Encore une fois, et je la tue. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Pas après avoir déjà merdé tant de fois. Mais l'inaction me rongeait. Rester là, à ne rien faire, pendant que ma fille vivait un enfer, c'était insoutenable. Alors j'ai recommencé à surveiller, de loin, très loin. Je me postais rue Trousseau, caché dans ma voiture, des heures durant, pour juste apercevoir une ombre à la fenêtre, pour savoir qu'elle était encore en vie. Stéphane sortait toujours, costume-cravate, souriant. La vie continuait pour lui. Mathilde, elle, je ne la voyais jamais, jamais, comme si elle n'existait plus. Un jour de novembre, il y a eu du mouvement dans la rue. Une ambulance, les pompiers. Mon sang s'est glacé. J'ai couru vers l'immeuble. Qu'est-ce qui se passe? Un pompier m'a regardé. Une femme a fait un malaise, 3e étage. 3e étage, Mathilde. Elle va bien? Elle est vivante? On ne peut pas vous dire, monsieur. Vous êtes de la famille?
Je suis son père. Le pompier a hésité. Elle est consciente. On l'emmène à l'hôpital pour des examens. Saint-Antoine. Ils l'ont descendu sur une civière. J'ai essayé de m'approcher. Stéphane était là, à côté d'elle, tenant sa main. Quand il m'a vu, son visage s'est durci. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de Mathilde. Elle a tourné la tête dans ma direction, puis l'a détournée. « Monsieur, vous ne pouvez pas monter dans l'ambulance si vous n'êtes pas le conjoint », m'a dit un pompier. « Mais je suis son père. » « Désolé, seul le conjoint. » Stéphane est monté dans l'ambulance. Les portes se sont refermées. J'ai regardé le véhicule s'éloigner, impuissant. J'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai conduit jusqu'à Saint-Antoine. J'ai attendu aux urgences pendant 3 heures. Finalement, un médecin est sorti. « Famille de Mathilde Legrand ?» Je me suis levé. « C'est moi, je suis son père. »« Ah, Monsieur Legrand nous a dit que vous n'étiez pas en contact avec votre fille. »« C'est faux. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien ?» Le médecin a hésité. « Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça, mais… Votre fille est très mal en point. Dénutrition sévère, anémie, multiples carences. Elle pèse 42 kilos pour 1,68 m. C'est critique. 42 kilos, ma fille, mon bébé. Vous pouvez la garder? L'hospitaliser? » Son mari refuse. Il dit qu'il va s'occuper d'elle à la maison. Légalement, on ne peut pas la retenir contre sa volonté si elle est consciente et qu'elle accepte de partir. Mais elle est en danger. Son mari… Monsieur, je sais. Je ne suis pas aveugle. J'ai vu les marques. J'ai vu les cicatrices. J'ai signalé au procureur. Mais si votre fille ne porte pas plainte… Toujours la même chanson. Sans plainte, rien. Circuler. Je peux la voir? Elle est partie il y a 10 minutes, avec son mari. Encore une fois, j'étais arrivé trop tard. Je suis rentré dans mon studio. Je me suis effondré sur le canapé. J'ai pleuré. Encore. Toujours. Puis quelque chose s'est cassé en moi. Quelque chose de définitif. J'ai réalisé que tant que Stéphane serait là, Mathilde ne serait jamais libre. Jamais. Il la tuerait ou elle mourrait de dénutrition, mais dans tous les cas, elle mourrait. Il n'y avait qu'une solution, une seule. Éliminer Stéphane. Je sais ce que vous pensez, que je suis devenu fou. Peut-être. Mais quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien à perdre, les limites deviennent floues. Le bien, le mal, la loi, tout ça n'avait plus de sens. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, sauver ma fille. J'ai commencé à planifier, observer les habitudes de Stéphane, trouver un moment où il serait seul, vulnérable. J'ai acheté un couteau, un grand couteau de cuisine. Je l'ai caché sous mon manteau. Un soir, je l'ai suivi. Il sortait d'un bar, seul, légèrement ivre. Il marchait dans une petite rue sombre près de Bastille. C'était le moment. Je l'ai suivi. Mon cœur battait comme un tambour. Le couteau pesait 1 tonne dans ma poche. Stéphane s'est arrêté pour allumer une cigarette. J'étais à 5 mètres derrière lui. 4 mètres. 3 mètres. Ma main s'est posée sur le couteau. Je l'ai sorti, lentement. 2 mètres. J'allais le faire. J'allais le tuer, pour Mathilde, pour la libérer. 1 mètre. Stéphane s'est retourné. Il m'a vu. Le couteau dans ma main. Il n'a pas eu l'air surpris. Il a souri. Ce putain de sourire. « Alors, Patrick, vous allez me tuer? C'est ça votre plan ?» J'ai serré le couteau. Ma main tremblait. « Recule !»« Ou quoi? Vous allez me planter? Allez-y, faites-le. » Il s'est approché, à quelques centimètres de la lame. « Allez-y, tuez-moi. Et après, vous irez en prison, perpétuité. Et Mathilde, qui va s'occuper d'elle? Personne. Elle se retrouvera seule, complètement seule. C'est ça que vous voulez? Ta gueule. Vous ne le ferez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un lâche. Vous l'avez toujours été. Vous l'avez renvoyé chez moi. Vous ne l'avez pas protégé. Et maintenant, vous ne me tuerez pas. Parce que vous êtes un putain de lâche. Ces mots me transperçaient. Il avait raison. J'étais un lâche. J'avais toujours été un lâche. Ma main a tremblé. Le couteau est tombé. Il a sonné sur le pavé. Stéphane a ri. Comme je le pensais, pathétique. Il a ramassé le couteau. Vous voyez ce couteau? Je vais le garder. Et si vous essayez encore de m'approcher, de nous approcher, je l'utiliserai. Mais pas sur moi, sur elle. Vous comprenez? Sur Mathilde. Et je lui dirai que c'est votre faute. Que c'est parce que vous ne la laissez pas tranquille. Il est parti, tranquillement, comme si de rien n'était. Je suis resté là, dans cette ruelle,
brisé, détruit. J'avais eu ma chance, ma seule chance, et j'avais échoué, encore. Les semaines suivantes, je suis tombé au fond du gouffre. Je buvais toute la journée. Je ne sortais plus de mon studio. Je ne mangeais presque plus. J'attendais. J'attendais le coup de fil. Celui qui m'annoncerait que Mathilde était morte. Et puis, un jour, en décembre, il est arrivé. Mais pas celui que j'attendais. Monsieur Moreau, c'est l'hôpital Saint-Antoine. Votre fille Mathilde a été admise aux urgences. Elle est dans un état critique. Vous devez venir, vite. J'ai couru, comme jamais je n'avais couru. À l'hôpital, on m'a conduit en réanimation. Un médecin m'attendait, le visage grave. Monsieur Moreau, votre fille est dans le coma. Elle a fait un arrêt cardiaque suite à une dénutrition extrême. On l'a réanimée, mais son état est très préoccupant. Elle va s'en sortir? On ne sait pas. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Où est son mari? Il n'est pas là. C'est un voisin qui a appelé les secours. Il a entendu un bruit de chute. Il a défoncé la porte. Votre fille était par terre, inconsciente, seule. Seule. Stéphane l'avait laissée seule, mourir seule. Je peux la voir? On m'a conduit dans une chambre. Mathilde était là, entourée de machines. Des tubes partout. Son visage était cireux, ses bras squelettiques. On aurait dit une morte. Je me suis assis à côté d'elle. J'ai pris sa main, cette main si maigre, si froide. Mathilde, ma chérie, c'est papa, je suis là. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, bats-toi, pour moi, pour toi, s'il te plaît. Pas de réponse, juste le bip régulier des machines. Pendant 2 jours, je suis resté là, sans dormir, sans manger, à tenir sa main, à lui parler, à la supplier de revenir. Stéphane n'est jamais venu, pas une seule fois. Le 3e jour, un miracle s'est produit. Mathilde a ouvert les yeux. Juste une seconde, elle m'a regardé, et elle a murmuré « Papa ». J'ai éclaté en sanglots. « Je suis là, ma chérie, je suis là ». Elle s'est rendormie, mais elle était revenue, elle avait survécu. Les jours suivants, son état s'est stabilisé. Elle est sortie du coma, faible, très faible, mais vivante. Les médecins l'ont gardée à l'hôpital. Nutrition assistée, suivi psychologique. Ils ont contacté les services sociaux. Une enquête a été ouverte. Un matin, une assistante sociale est venue me voir. « Monsieur Moreau, nous avons retrouvé le mari de votre fille. Il est en garde à vue. Plusieurs chefs d'accusation, violence conjugale, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui. Comment vous l'avez retrouvé? Il s'est présenté de lui-même au commissariat. Il a dit qu'il voulait porter plainte contre vous pour harcèlement. » J'ai failli rire. Ce salopard. Même là, il essayait de retourner la situation. Sauf que, a continué l'assistante sociale, quand les policiers ont vérifié l'état de votre fille, quand ils ont vu les photos, les rapports médicaux, les signalements, ils l'ont mis en garde à vue immédiatement. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mathilde a porté plainte, depuis son lit d'hôpital, avec l'aide d'une avocate spécialisée. Elle a tout raconté. Les coups, les insultes, les brûlures, la séquestration, les menaces de mort. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'étais là, au premier rang. Mathilde aussi. Elle avait repris du poids, ses cheveux avaient repoussé, elle portait une robe simple, bleue. Elle était belle, tellement belle. Quand elle est montée à la barre, elle a tout dit, sans trembler, sans pleurer, avec une force incroyable. Elle a regardé Stéphane droit dans les yeux et elle a dit « Vous avez essayé de me détruire, mais je suis toujours là. » Stéphane a été condamné. 5 ans de prison ferme, interdiction d'approcher Mathilde à sa sortie, obligation de soins. Ce n'était pas assez. Ça ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. À la sortie du tribunal, Mathilde s'est tournée vers moi. « Papa, on peut parler ?» On est allé dans un café. Elle a commandé un thé, moi, un café. On s'est assis. Un long silence. Puis elle a dit « Je t'en veux, tu sais. Cette nuit où je suis venu chez toi, où tu m'as renvoyé, je t'en veux tellement. » J'ai baissé les yeux. « Je sais, et tu as raison. » Mais, elle a pris une grande inspiration. « Mais je comprends aussi. Tu avais peur. Tu ne savais pas quoi faire.
Tu as merdé, comme tout le monde merde parfois. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. Mais papa, tu es revenu, tu as continué à chercher, tu as essayé de me sauver, même quand j'avais renoncé, même quand tout le monde avait renoncé. Toi, tu n'as jamais renoncé. Des larmes coulaient sur mes joues. Je suis tellement désolé, Mathilde, tellement désolé. Elle a tendu la main, elle a pris la mienne. Je sais, papa, et un jour, peut-être, je te pardonnerai complètement. Mais pour l'instant, on peut recommencer, doucement, pas à pas. Oui, oui, ma chérie, on va recommencer. Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans que Mathilde est sortie de l'hôpital. 3 ans qu'elle reconstruit sa vie. Elle a repris le travail. Pas à l'hôpital, trop de souvenirs. Elle travaille dans une maison de retraite maintenant. Elle dit que ça lui fait du bien, s'occuper des autres. Elle a un appartement, un petit studio à Vincennes. Elle vit seule, pour l'instant. Elle dit qu'elle a besoin de temps, pour réapprendre à être elle-même, pour réapprendre à faire confiance. On se voit 1 fois par semaine, le dimanche, notre rituel d'avant. On déjeune ensemble, on parle, de tout, de rien. Des fois, on parle de ce qui s'est passé, des fois on évite le sujet. Notre relation n'est pas parfaite, il y a encore des non-dits, des blessures. Des fois elle me regarde et je vois qu'elle pense à cette nuit-là, à ma trahison. Ça me fait mal, mais je l'accepte, parce que c'est mérité. J'ai arrêté de boire, complètement. J'ai repris un boulot, pas à la SNCF, j'ai pris ma retraite anticipée. Je travaille dans un garage, à mi-temps, juste pour m'occuper, pour ne pas sombrer. Le soir, parfois, je repense à tout ça, à ces années perdues, à ma lâcheté, à Mathilde qui souffrait pendant que je fermais les yeux. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais les choses différemment? Oui, 1000 fois oui. Cette nuit de mars, quand Mathilde est venue sonner à ma porte, le visage tuméfié, je la prendrai dans mes bras, j'appellerai la police, je la protégerai, comme un père doit protéger son enfant. Mais je ne peux pas revenir en arrière, personne ne le peut. On ne peut que vivre avec ses erreurs, avec ses regrets, et essayer, chaque jour, d'être un peu meilleur. Chers auditeurs, je vous raconte cette histoire parce que je sais que je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a d'autres pères, d'autres mères, d'autres proches qui ferment les yeux, par peur, par lâcheté, par déni. Si vous connaissez quelqu'un qui est en danger, quelqu'un qui est battu, séquestré, maltraité, n'attendez pas, n'espérez pas que ça s'arrange tout seul, ça ne s'arrangera pas, ça ne fait qu'empirer. Agissez, appelez la police, contactez des associations, sortez cette personne de là. Même si elle refuse, même si elle vous en veut sur le moment, parce qu'un jour, elle vous remerciera. Un jour, elle comprendra que vous lui avez sauvé la vie. Et si vous êtes vous-même victime, partez, maintenant, tout de suite. Ne restez pas 1 minute de plus avec quelqu'un qui vous fait du mal. Vous méritez mieux, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre. Il y a quelques mois, Mathilde m'a dit quelque chose. On était au parc, assis sur un banc. Elle regardait les enfants jouer, et elle a dit « Tu sais, papa, pendant longtemps, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, que j'étais condamnée à vivre dans la peur. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. On peut toujours s'en sortir, toujours. » Elle a marqué une pause, puis elle a ajouté « Même quand on a merdé, même quand on a été lâche, on peut toujours essayer de réparer. » Elle me regardait en disant ça, et j'ai compris. C'était sa façon de me dire qu'elle me pardonnait. Pas complètement, pas encore, mais qu'on était sur le chemin. Aujourd'hui, Mathilde va bien. Elle suit encore une thérapie. Elle a encore des cauchemars parfois. Mais elle va bien, elle sourit, elle rit, elle vit. Moi, je porte ma culpabilité, chaque jour, comme un poids. Mais je la porte, parce que c'est mon fardeau, parce que je l'ai mérité. Et chaque dimanche, quand je vois ma fille, quand je la vois vivante, libre, je me dis que peut-être, juste peut-être, il n'est jamais trop tard pour être le père qu'on aurait dû être depuis le début. Stéphane sort de prison dans 2 ans. Mathilde le sait. Elle se prépare. Elle a déménagé, changé de numéro. Elle a un système d'alarme dans son appartement. Elle est prête. Moi aussi, je suis prêt. S'il ose l'approcher, s'il ose la menacer,
Cette fois, je n'hésiterai pas. Cette fois, je la protégerai, quitte à en payer le prix. Parce que c'est ça, être un père. Ce n'est pas éviter les problèmes, ce n'est pas préserver les apparences, c'est protéger son enfant. Coûte que coûte, même quand c'est difficile, même quand c'est dangereux, même quand tout le monde vous dit de laisser tomber. J'ai mis des années à le comprendre, des années où ma fille a souffert à cause de ma lâcheté. Mais maintenant, je le sais. Et plus jamais, vous m'entendez, plus jamais je ne laisserai tomber Mathilde. Plus jamais.